en France, c'est un peu le meilleur élève qui donne le niveau pour la classe et ceux qui ne suivent pas, tant pis. Au Danemark, c'est un peu le plus mauvais qui donne le niveau pour la classe pour être sûr qu'on ne perd personne. Au Danemark, la notation commence vers l'âge de 13-14 ans. Moi, c'est l'empathie quand je n'aime pas trop l'autre. L'empathie quand c'est difficile. L'empathie quand c'est l'opposé à ce que moi je pense. Et quand on est capable de voir, comprendre, constater ou accepter l'autre, ça peut apporter un peu plus de nuances. Imaginez une salle de classe. Des enfants de 11 ans, crayon en main, mais au lieu de réciter des dates ou des formules, ils apprennent à écouter, à comprendre ce que ressent l'autre, à coopérer, à mettre des mots aussi sur leurs émotions. Ça n'est pas une utopie, mesdames et messieurs, c'est ce qui se fait au Danemark depuis déjà des décennies. Et c'est peut-être d'ailleurs l'un des secrets de ce pays, considéré comme l'un des plus heureux et des plus productifs du monde. Notre invitée du jour a grandi là-bas. Elle s'appelle Malin Rydal, elle est autrice, conférencière, enseignante à Sciences Po, et elle porte, vous allez le voir dans cet épisode, une conviction simple mais puissante. L'empathie n'est pas du tout une option, c'est une compétence au contraire stratégique, essentielle, que ce soit pour éduquer nos enfants, préparer aussi les métiers de demain ou retisser le lien dans une société de plus en plus polarisée. Dans cet épisode, nous allons donc explorer ensemble son parcours, son combat pour introduire les cours d'empathie dans l'éducation nationale française, sa vision du futur aussi, où la performance se conjugue avec la responsabilité collective. Tout ça, on va en parler dans cet épisode. Bienvenue sur 20 sur 20, le podcast qui repense l'école et ceux qui la font. Merci infiniment, Malin, d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Philippine. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Alors moi, je suis une grande fan de Malin, mesdames et messieurs, depuis longtemps. Et donc, c'est encore plus un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Alors, je l'ai dit en introduction, vous avez grandi au Danemark, un pays souvent cité, c'est vrai, comme modèle en matière de bonheur et de confiance. Qu'est-ce que cette enfance que vous avez vécue? Vous avez vécu combien de temps avant d'arriver en France, d'ailleurs? Alors, j'ai vécu de ma naissance, Eh oui. à mes 18 ans au Danemark. J'ai grandi dans la deuxième ville du Danemark, Aarhus. Magnifique J'ai fait ville, toute ma scolarité. par ailleurs. Qu'est-ce que cette enfance-là vous a transmis que vous n'avez jamais retrouvé ailleurs? D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, évidemment, parce que du coup, j'ai pris ça comme étant la façon d'être élevé, la façon d'être éduqué dans un système éducatif. Bien sûr. Je pense que ce que ça donne, c'est surtout la confiance en soi. Donc, à la base, dans le système éducatif au Danemark, il y a vraiment la valorisation, enfin la volonté de valoriser tous les talents. Donc, il y a des cours qui représentent un peu tous les métiers du monde. Donc, il y a des cours de cuisine, il y a des cours de menuiserie, il y a des cours de créativité, bien sûr de sport, de musique, comme on le retrouve dans d'autres systèmes éducatifs. Mais il y a en tout cas ce souvenir très clair de ceux qui étaient valorisés en menuiserie, donc qui faisaient des super choses en bois, ceux qui étaient bons en cours de cuisine et évidemment ceux qui étaient bons en maths et en langue. Donc, il y avait cette valorisation de tous les talents, ce qui fait que un des buts de l'éducation au Danemark, c'est vraiment de développer la personnalité de l'enfant, mais aussi la confiance en soi. Et donc, finir en sortant de l'école avec un sentiment d'être légitime, d'avoir une valeur à apporter, que ça soit manuel, mécanique, créatif ou évidemment plus intellectuel, ce qui donne une société plus apaisée forcément, parce que quand on a le sentiment, quand on sort de l'école, qu'on n'est pas nul ou un échec, c'est sûr. Parce qu'on n'était pas bon en maths ou en langue, ça donne un autre regard sur soi, mais aussi un autre regard sur l'autre. Et c'est ça qui est important dans ce système éducatif. Après, on parlera sûrement aussi des cours d'empathie qui ont été lancés dans les systèmes éducatifs au Danemark avec en forme scolaire en 1975. Hyper précurseur, donc. Précurseurs, alors ils l'ont pas du tout. Alors pour dire la vérité, formulé en disant qu'on va donner des cours d'empathie, et d'ailleurs on n'appelle pas ça des cours d'empathie au Danemark, même si j'ai participé peut-être à faire naître cette idée, mais c'est plus le contenu de ces cours. Le but en 1975, c'était d'apprendre aux enfants de faire communauté. Comment on arrive à vivre ensemble? Alors, tout ça, ce sont des termes un peu galvaudés, mais en réalité, comment on arrive à vivre ensemble dans une classe avec toutes nos différences? Accepter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Donc, le but de ces cours, donc, on l'appelait l'heure de la classe, qui faisait figure de cultiver des compétences
de compréhension de soi, des autres, de collectivité. Ça, moi, j'ai participé. Donc, on a commencé à peu près à l'âge de 6 ans jusqu'au lycée. Donc, on arrête ça vers les 13-14 ans. D'accord. Mm. Après 25 ans en France, qu'est-ce qui vous frappe justement le plus dans notre culture éducative par rapport à celle du Danemark? On parlera ensuite des cours d'empathie. L'élitisme, forcément, parce que si je schématise, en France, c'est un peu le meilleur élève qui donne le niveau pour la classe et ceux qui ne suivent pas, tant pis. Au Danemark, je fais des extrémités, mais au Danemark, c'est un peu le plus mauvais qui donne le niveau pour la classe pour être sûr qu'on ne perd personne. Et c'est deux écoles très différentes par rapport au développement du talent. Donc, on pourrait dire que dans le modèle danois, il peut avoir des talents, des très grands talents qui ne sont pas stimulés pour aller chercher le meilleure expression de ce talent latent qu'ils ont. Mais quelque part, on dit ceux qui ont déjà un talent, bon, ils vont le développer, mais ce n'est pas notre rôle d'aller créer cette élite. D'accord. Peut-être il y a une façon d'optimiser ce système au Danemark, mais en France, il y a des êtres qui peuvent se sentir vraiment perdus Tout à fait. par rapport à cet élitisme. Donc il y a l'élitisme qui fait peut-être naître ce deuxième observation qui est l'individualisme, parce qu'on est très vite mis en compétition, donc les uns contre les autres. Donc, on a des notes très tôt dans les systèmes éducatifs. Au Danemark, la notation commence vers l'âge de 13-14 ans. Ah oui? Oui, même je pense que c'est 14. Comment ils font alors avant? Ils ont des couleurs? Ils ont des compétences? On a une appréciation où les professeurs parlent de nous, de notre participation, mais il n'y a pas de notes. D'accord. Donc, c'est très volontaire pour laisser cet espace d'apprentissage où on se développe en tant qu'être humain et dans la collectivité. Donc, il y a beaucoup de compétences humaines qui sont très importantes à l'école au Danemark qu'on développe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'harcèlement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai reçu, qui j'estime être un cadeau. En plus, moi, enfant très sensible à l'harmonie, je pense, de la classe, j'étais particulièrement sensible à l'harcèlement à l'école. Donc, je surveillais d'une certaine façon tous ceux qui j'estimais pouvaient être objets de moquerie ou de harcèlement. Donc, ceux à lunettes, les roux, ceux qui étaient un peu plus gros que les autres. Oui, j'étais souvent amie avec ces enfants-là. Je pense, pour les protéger d'une certaine façon. Ouais, vous incarniez quelque chose déjà à l'époque. Oui, donc c'était doublement important pour moi d'avoir grandi et évolué dans ce système éducatif. Et puis, ça donne aussi ce sentiment de légitimité qui est peut-être une troisième observation que j'ai vue en France, c'est que quand moi je suis arrivée à 18 ans, j'ai assez rapidement, j'ai remarqué l'élitisme, j'ai remarqué l'individualisme et j'ai remarqué aussi ce questionnement sur la légitimité. Est-ce que je suis légitime de prendre la parole? Est-ce que je suis légitime, notamment... Oui, un peu. Qui est une conséquence de tout ce que vous venez d'évoquer d'ailleurs, oui, sans doute. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Heureux comme un Danois, mon premier livre que j'ai écrit en 2013, suite à la publication du rapport des Nations Unies sur le Danemark, qui était à l'époque en 2012 nommé le pays le plus heureux au monde. Tout à fait. J'avais quand même beaucoup de personnes qui disaient « Mais en quoi vous êtes légitime d'écrire ce livre ?» Alors, j'étais sauvée par le fait d'être danoise et ça parlait du Danemark, mais c'est... Ce qui peut par moments donner une forme de peur de prendre la parole ou une frustration. Oui. À la fois questionner la légitimité de l'autre, mais aussi beaucoup questionner sa propre légitimité, donc avec les syndromes de l'imposteur qui Bien sûr. Ah, bienvenue en France, hein. On a encore un peu de boulot. Bon, après, moi, je suis une grande amoureuse de la France. Donc, oui, je sais. Vous avez la nationalité maintenant. J'ai la nationalité, oui. C'est ça. Oui, j'en suis très fière. Oui. J'ai le passeport. Bienvenue, en tout cas. Est-ce qu'il y a justement, vous parliez de votre enfance et du fait que vous étiez très touchée par ce qui pouvait arriver aux autres, qui pouvaient être harcelés ou mis de côté en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment précis, une rencontre, une expérience qui vous a convaincu justement de faire de l'empathie, des émotions, votre combat central?
Ou est-ce que, en fait, ça s'est fait à l'école dans ces moments que vous me décriviez? Non, je pense que c'est un chemin. Je pense que le point de départ était là parce que c'est la personne que je suis. Oui. C'est mes sensibilités, c'est de faire attention à l'autre. Je pense que cette empathie, bon, inconsciemment, je l'ai sûrement appliquée dans ma propre vie et peut-être dans mes fonctions professionnelles. Ouais. C'est à partir du moment où j'ai un peu observé, avec les années qui passaient, ces frustrations, ces crispations dans la société française, cette radicalité. On a aujourd'hui 2/3 des Français qui votent à l'extrémité, que ce soit à droite ou à gauche, mais en tout cas avec l'idée que c'est la faute de quelqu'un d'autre, dans une forme d'extrémité, d'une radicalité. L'enfer, c'est les autres, c'est ce que vous dites régulièrement. Oui, c'était le sondage que j'avais fait pour le livre. Tout à fait. C'était le nombre de Français qui estimaient que l'enfer, c'était les autres. Une fameuse expression de Sartre. Même si je crois que lui, dans son expression, c'était plutôt le regard des autres sur soi-même. Mais bon, enfin, l'idée est là. Bien sûr. Et plus de la moitié des Français disaient, oui, l'enfer, c'est les autres. Donc, c'est pas neutre. Non. Et donc là-dessus, je me suis dit que c'est développer cette capacité. L'empathie, souvent, c'est compris comme étant quelque chose de chaleureux. Et j'ai mal, je vous dis, j'ai mal à la gorge, vous allez m'apporter un thé chaud parce que vous avez compris que j'ai mal à la gorge, donc c'est ce qu'il me faut. Mais en fait, moi, l'empathie, ce que j'appelle l'empathie chaleureuse, où on a des points communs, on va se dire, ah, moi aussi, j'étais en Grèce, j'adore, etc. Donc créer des liens avec des semblables, à la limite, c'est assez facile. Alors, il y a des gens qui ont plus du mal parce qu'ils sont pudiques ou timides ou ils ne le font pas naturellement, mais cette empathie chaleureuse est très agréable, mais ce n'est pas cette forme-là qui m'intéresse. Moi, c'est l'empathie quand je n'aime pas trop l'autre. L'empathie quand c'est difficile. L'empathie quand c'est l'opposé à ce que moi je pense. Bien sûr. Comment on fait? Parce que le fait est que dans la vie, il y a très peu de gens qu'on a réellement choisi. C'est vrai. On n'a pas choisi nos parents. Non. On arrive dans la famille où on arrive. On peut les aimer, on peut dire qu'ils sont super, mais on ne les a pas choisis. On ne choisit pas nos enfants. Ils sortent comme ils sortent. On peut choisir de les avoir, mais on ne choisit pas la personnalité qui sort. Tout à fait. On choisit, a priori, notre partenaire quand même. Oui. On choisit nos amis, mais nos collègues, a priori, on n'a pas le luxe de les choisir. Donc, en fait, la majorité des gens avec lesquels on doit vivre, côtoyer, sont des gens qu'on n'a pas choisis. Et donc, dans cette non-choix, en fait, on va être face à des gens qui ne nous correspondent pas, qui peuvent nous agacer ou irriter. Et c'est cette gestion de ces frustrations, ces colères, et donc ces jugements durs par moment à l'autre, qui souvent ne servent pas à autre chose que renforcer un conflit ou une tension. Et donc, c'est sûrement pas une solution d'une société. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des préférences, mais ça veut dire d'éviter d'aller trop loin pour ne pas pousser l'autre dans son extrémité et pousser l'autre pour développer plus de ce qu'on n'aime pas déjà au départ. On va éviter. Non, et c'est vrai que quand on vous lit, quand on vous écoute, on sent vraiment cette conviction profonde. On peut se demander, en tout cas avec un point de vue franco-français, comment cette certitude que l'empathie n'est pas une douceur, mais plus une compétence stratégique, puisque vous intervenez aussi en entreprise, beaucoup, vous donnez des conférences en France et à l'étranger. Aujourd'hui, vous portez le combat que l'empathie, le bien-être en entreprise, c'est une compétence stratégique. C'est quelque chose sur lequel les dirigeants doivent investir. Je suis intimement convaincue. Je le vois aussi dans les résultats. Ça fait 10 ans que je donne ces enseignements maintenant dans les entreprises, auprès des COMEX, des comités de direction. Alors, l'empathie, quand par moment, ça peut avoir une connotation effectivement bisounours ou autre, ou être confondu avec la compassion ou la sympathie. Donc, pour être plus clair, moi, de quoi il s'agit, c'est l'intelligence relationnelle, tout simplement. Avoir l'intelligence de l'autre, d'avoir l'intelligence de la relation. Comment fonctionne la relation? Parce que l'empathie est de pouvoir se mettre à la place de l'autre, comme on le dit. Mais sauf que si on n'a pas appris se mettre à la place de l'autre, pourrait faire de soi-même le point central.
ce qui n'est pas le sujet. Ouais. C'est pas, si je me mets à la place de l'autre, ça devient moi et mes valeurs et ma façon de faire qui devient le sujet. Je dis souvent, si dans mes enseignements, si moi, Maline, danoise, qui a quitté mon pays à 18 ans, qui est plutôt sur une indépendance, je trouve qu'en gros, la vie, c'est une grande aventure, il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre sûrement qui s'ouvre. Je croise une jeune femme qui me dit... je suis extrêmement malheureuse dans mon travail, j'ai une boule au ventre, je pleure tous les soirs. Je me mets à sa place, je vais lui dire, démissionner tout de suite. Ouais. Sauf que si je n'ai pas vu qui est cette jeune femme, quelles sont ses valeurs à elle, quelles sont ses peurs, ses traumas, Bien sûr. et ses valeurs à elle sont sécurité, devoir, respect ou autre, Ouais. du coup, au mieux, mon conseil à côté de la plaque, et au pire, je vais lui faire du mal. Ouais. Et donc, Je comprends. de vraiment pouvoir suffisamment bien se connaître pour dire, mais je ne suis pas l'autre, mais la façon dont moi je parle de l'empathie, c'est la capacité de voir, comprendre. Donc, chercher à comprendre qui est cette jeune femme, où se trouvent ses points de douleur, elle parle de pleurer, et puis, soit si je trouve que ce qu'elle dit ne me correspond pas, de constater, mieux accepter qu'elle est comme ça dans le monde, elle a ces valeurs-là, même si c'est le contraire, ce que je pense. Ou éventuellement, et c'est ce que j'appelle l'empathie haut de gamme, c'est apprécier. C'est-à-dire avoir la capacité, même si c'est parce qu'on ne partage pas ce point de vue, on ne partage pas l'émotion, on est capable de le voir, de le comprendre et même de l'apprécier, la différence. Et là, l'exemple qui parle peut-être le plus aux gens, c'est l'exemple de vax, anti-vax. À l'époque, en Covid. Du Covid, on s'était vacciné. Quelqu'un qui n'avait pas fait le même geste, ça pouvait créer carrément des ruptures dans des familles ou dans des amitiés. Tout à fait. Et donc, quand on pousse une colère là, c'est pas comme si l'autre personne en face va nous remercier de notre lumière et dire bon, moi dans ce cas-là, comme vous m'avez insulté, je vais aller me vacciner. Ils descendent plutôt dans la rue. Oui. Et donc c'est ce mécanisme-là, c'est-à-dire ce côté contre-productif de nos comportements, notamment dans l'entreprise, qui fait qu'on a mieux à constater que quelqu'un ne s'est pas vacciné, essayer de comprendre, donc constater, accepter, pourquoi pas apprécier, dire c'est intéressant, je me suis posé la question, j'ai apprécié le courage de faire le contraire à ce que la majorité des gens font. Donc il y a ces trois options, constater quand c'est difficile, et puis sinon, idéalement, pour pouvoir accepter. Et puis du coup dire, moi je l'ai fait, et on peut faire la différence entre s'engager contre et s'engager pour. On peut constater ce que l'autre a fait et après donner toute l'énergie à dire moi je le fais pour telle et telle raison. Donc ce qui tire vers quelque chose plutôt d'une énergie plutôt porteur, plutôt positive, à peut-être vouloir, peut-être que les gens veulent du coup se dire peut-être je change d'avis ou s'ouvrir. Est-ce que c'est ce qui nous manque justement en ce moment dans le débat politique français, une certaine ouverture à l'autre? On a tellement l'impression que tout est clivant, que tout est... j'allais dire à droite, à gauche, mais dans le sens blanc ou noir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Alors, il y a beaucoup à dénoncer les autres. Voilà. Il y a le point critique. Beaucoup plus à nommer le problème, à dénoncer ce qui ne va pas, que réellement, en tout cas dans mon... Après, je n'ai pas fait une analyse fine de ça, mais c'est effectivement, ça tire vers les extrémités et vers le fait plutôt de casser qu'une forme de dialogue constructif. Bien sûr. Vous ne faites pas du coaching chez les politiques? Non, je ne fais pas de coaching chez les politiques. On en aurait bien besoin. Après, je pense que de mes observations, et j'avais participé un peu à l'époque de Gilets jaunes à quelques débats, et je pense qu'il y a une vraie colère latente qui émane peut-être de la manque de valorisation, notamment à l'école, qu'il y a une partie des Français qui se sentent pas vus, pas compris. Tout à fait. Après, j'ai pas la solution à apporter, mis à part le fait de donner cette compétence, cette intelligence supplémentaire de soi, de son rôle dans un écosystème. À partir du moment où on pense que le problème se trouve à l'extérieur,
on devient victime en fait d'une société ou d'un système. Alors que quand on se redonne le pouvoir en disant que je fais partie d'un problématique, et quel est le rôle que moi je peux prendre, ça, c'est le fameux de Kennedy, do not ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Donc, en gros, comment je peux, moi, au-delà de dire ça va pas, une fois qu'on a dit ça, comment je peux de manière constructive. Alors après, il y a là, en ce moment des initiatives plutôt de bloquer, etc. Donc plutôt des cris de colère et des blocages. Bon, ça aurait pas été ma façon de faire, mais bon, voyons si ça peut bouger des lignes. En tout cas, c'est pas ma méthode. Vous parliez il y a un instant justement de la colère qui peut y avoir à l'école, notamment. Vous avez écrit ce livre qui pour moi est une bible, L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme, qui est sorti il y a quoi, un peu plus d'un an, Un an et demi, ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes, je crois qu'on peut le dire, à l'origine ou à l'initiative, en tout cas, de l'instauration de ces cours d'empathie qu'on a découvert il y a quelques mois maintenant en France. Pour vous, c'est à l'école que tout commence. C'est dès 6 ans qu'il faut apprendre cette compétence-là. Cette intelligence, c'est-à-dire la capacité de même identifier une émotion, de comprendre d'où vient une émotion. Si on va dans la rue, là, tout à l'heure, et on demande aux gens d'où viennent les émotions, je ne suis pas sûre qu'ils savent répondre, les adultes. Et donc, l'émotion est souvent quelque chose que les gens ils ont du mal à nommer, ils ont du mal à réguler. La régulation des émotions, c'est une compétence de base d'un être humain qui doit fonctionner dans une société. Quand on ne sait pas ni l'exprimer l'émotion, ni le réguler, ça crée des frustrations, de colère, de mal au ventre, et puis des relations crispées avec l'autre, parce que ça crée des non-dits en série, et donc des incompréhensions, et donc ça devient des conflits, mais souvent en fait sur des incompréhensions, sur des malentendus, par l'incapacité de dire des choses simplement. Quand on attend que ça explose, en fait, en plus, l'explosion n'est jamais une expression très compréhensible d'un conflit, où on ne comprend pas pourquoi autant sur ce moment-là, parce que en fait, c'est l'accumulation de plusieurs années de colère où on a avalé des couleuvres sans rien dire. Mais les gens ne peuvent pas deviner. Et donc, c'est cette compétence-là précisément qu'on apprend aux enfants dans ces cours d'empathie. Et d'ailleurs, alors Philippine, c'est gentil de dire que j'ai été à l'initiative. C'est vrai que j'ai poussé ce programme. Il y a beaucoup d'académiques formidables en France qui ont travaillé sur ce sujet sous le nom de compétences psychosociales. Tout à fait. Donc, ça a été quand même bien testé, bien développé avant que moi j'arrive en disant pourquoi on ne s'inscrit pas des cours d'empathie au Danemark. Non, mais il faut quand Vous même l'avez incarné, en tout cas, rendre honneur à ceux qui ont beaucoup travaillé dessus. Et il y a une volonté, mais on va dire on a peut-être plus formalisé par un programme qui a été mis à l'école. Et je reste persuadée qu'on appelle ça les compétences psychosociales ou les cours d'empathie. C'est une nécessité d'avoir cette gestion de l'émotion, notamment aussi parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient la compétence qu'il faudrait... c'est ce que j'allais vous dire. Oui, pas là, il y a plusieurs, mais une des compétences qui est importante. Et surtout quand on voit la façon dont la société se développe, on est quand même pour ou contre. Enfin, il y a cette radicalité, et pas que en France, partout, où ça manque cruellement de nuances. Et la nuance, c'est vraiment mon sujet qui est directement lié à l'empathie, parce que quand on est capable de voir, comprendre, constater ou accepter l'autre, ça peut apporter un peu plus de nuances dans nos prises de parole, dans le fait de ne pas être à 100% sûr, avoir de la certitude. La certitude, c'est un très mauvais ingrédient dans la relation avec l'autre. Parce que la certitude laisse zéro ouverture de dialogue. Quand je suis sûre de moi et j'ai la certitude, déjà, ça peut donner une tension les gens ils peuvent percevoir ça comme étant une forme d'arrogance, donneur de leçons ou d'autres noms d'oiseaux qu'on peut mettre sur ça. Mais d'être convaincu à 95% sur un sujet en disant que j'ai bien réfléchi, mais avoir cette ouverture des 5 à 10%.
Ah, mais tout à fait. du dialogue. Ouais. Donc ça, je pense que ça... Ça Et joue malheureusement, ça reste quelque chose où, dans l'environnement, que ce soit politique ou des grands dirigeants, que voilà, ça peut être perçu comme une forme de doute. Et si on n'est pas à 100% sûr beaucoup. C'est vrai. de sa position, ça pourrait affaiblir l'image du dirigeant ou du politique en disant que voilà ce que je pense. Voilà, je suis convaincue que... Alors que je peux comprendre un point de vue Ben oui, de nuancé l'autre. de l'autre. nuancé. Tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qui, de manière générale, ferait du bien dans la société. Ouais. Il y a un autre, alors je ne sais pas si on peut appeler ça concept que vous avez théorisé, mais en tout cas, le principe de sécurité psychologique qui, moi, me paraît hyper intéressant, mais que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas bien. Est-ce que ça vous dérangerait de nous l'expliquer un petit peu et en quoi, justement, ça aussi, c'est important? Alors, à nouveau, je vais l'attribuer à quelqu'un d'autre parce que c'est une femme qui s'appelle Amy Edmondson, qui est professeure à Howard University, qui a formalisé ces théories sur la sécurité psychologique. Il s'agit de, en fait, cultiver un état d'esprit où, si on prend les employés, mais on peut prendre aussi à l'école, où l'élève ou l'employé se sent à l'aise pour poser une question et mettre une idée, avouer une erreur. Partager des idées sans avoir peur du jugement de l'autre. Ne pas avoir une boule au ventre quand on arrive au travail. Ne pas avoir peur autour de la table de prendre la parole. Donc, c'est dans de nombreuses études, c'est cette culture-là même qui donne les meilleurs résultats en performance. Parce que ça fait développer la collaboration, ça fait développer la créativité, l'innovation, les idées, la rapidité avec laquelle on fait une erreur et on le corrige. Ça n'a pas marché. OK, pourquoi ça n'a pas marché? On analyse. Hop. Mais il n'y a pas cette phase de honte et de blâme. On passe tout de suite à la résilience, quelque part. Une forme de oui, résilience. bien sûr. Mais c'est aussi de... Alors après... je connais par cœur la résistance de certains dirigeants qui disent mais quelle horreur d'avoir la liberté de l'expression, que tout le monde s'exprime sur tous les sujets. Ça sera et ça ils sont raison jusqu'à un certain point parce que la sécurité psychologique, oser proposer une idée, poser une question, etc. C'est pas non plus un sans filtre. C'est de poser une question qui est en lien avec les objectifs de l'entreprise. C'est pas de dire j'aime pas la tenue de Philippines ou j'aime pas un tel dans l'équipe. Oui. C'est pas ça. Oser poser une question, c'est dans le cadre de l'entreprise, oser évidemment dire des choses quand on a avec discernement, quand on a réfléchi, est-ce que éventuellement ça pourrait servir à l'entreprise. Mais ça, et les ingrédients de cette sécurité psychologique, c'est la connaissance de soi, donc une forme de confiance en soi, de l'authenticité, d'aller chercher, mais est-ce que je me connais suffisamment bien? D'où se trouvent justement mes valeurs, mes ombres? C'est des théories de Carl Jung des années 60 sur les projections. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui m'agace? Donc, cette connaissance de soi pour justement pouvoir avoir une bonne qualité d'empathie derrière. Parce que quand on se connaît et on peut aider aussi les autres à mieux nous comprendre. L'empathie, quand on parle de l'empathie, on le met souvent à la charge de l'autre. Et on dit, alors, qu'est-ce qu'il manque d'empathie, telle et telle personne. Mais c'est en réalité aussi notre rôle d'aider les autres à l'être avec nous. Est-ce qu'on les a aidés à comprendre notre mode d'emploi? Et donc, là-dedans, c'est assez intéressant. Donc, connaissance de soi, donc l'empathie, mais l'empathie plutôt dans sa version froide, dans le sens voir, comprendre, accepter, pas forcément dans sa version chaleureuse, on a plein de plans communs et avec nos semblables, où c'est plutôt quelque chose qui facile ou naturel. Et puis la confiance. La confiance, comment on la cultive, c'est un grand sujet, c'est un grand sujet de société. Tout à fait. Le Danemark a le taux de confiance le plus élevé au monde, qui tourne autour de 75-79% de taux de confiance entre citoyens, c'est-à-dire l'autre qu'on ne connaît pas. Quasiment 8 Danois sur 10 disent « je fais confiance à une personne, l'inconnu dans la rue ». Alors qu'en France, on est autour de 22, 25 selon les différents sondages. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes relations et le même point de départ. Donc ça, c'est le troisième ingrédient. Et à partir de là, elle s'est posé des questions.
est-ce que moi-même, je considère être une personne de confiance? Et une fois que j'ai dit a priori oui, si je vous pose la question, Ouais. vous allez me dire oui. Oui. Et tout le monde, a priori, il va dire Tout oui. le monde a priori. Oui, Et moi, je vais dire, mais en quoi, Philippine, en gros, vous êtes une personne de confiance? bien sûr. Quels sont vos gestes qui font que j'arrive à l'heure, quand je dis quelque chose, je le fais derrière. Donc, dans votre tête, pourquoi vous êtes une personne de confiance? Ouais. Et quels sont vos critères pour les autres? Quels sont les critères qui font que Maline, je l'invite dans mon émission, je lui fais confiance? Pourquoi? Parce qu'il y a des critères qui font... Alors, quand on fait confiance, mais il y a aussi des critères, des intolérances où on ne fait plus confiance. Un point de rupture. Point de rupture, et ça peut être, pour certaines personnes, des gens qui font des fautes d'autographe, je ne fais pas confiance. Non, mais c'est... Alors, Non, mais chacun a son prisme, en fait. Chacun a son prisme. Des gens qui arrivent en retard, c'est qu'ils sont mal organisés, je ne fais pas confiance. Des gens qui répondent pas aux mails au bout de 24 heures, s'ils ne sont pas répondus, ça veut dire que je ne fais pas confiance. Donc, en fait, des symboles comme ça, et après, il y a évidemment des grandes questions plus philosophiques de la confiance. Est-ce qu'elle sera là si j'ai un accident pour être à mon chevet à l'hôpital? Bien sûr. Donc, mais c'est sur un autre registre, et moins dans le quotidien et dans l'entreprise, évidemment. Mais comment on se situe et quelles sont nos zones grises? Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on estime être une personne de confiance, on a étalé notre liste pour mériter notre confiance. Mais quelles sont nous-mêmes nos zones grises où finalement il y a des règles, mais qu'on ne respecte pas ou qu'on contourne? Bien sûr. Exemple, feu rouge en France. Il y a la moitié, plus 80% des gens qui traversent quand c'est rouge. Oui. Alors, ils disent oui, mais j'ai vérifié qu'il n'y a pas de voiture. J'ai dit oui, mais bon, l'indication est quand même assez claire. Donc, à partir du moment où on dit confiance, c'est aussi respecter un certain nombre de règles. Quelles sont les autres zones grises qu'on a où, en fait, quand l'autre nous regarde en disant que, OK, donc quelqu'un qui faufile une queue au Danemark, on est assez, on attend derrière. C'est scolaire. On ne faufile pas les queues. Moi, je peux, par exemple, regarder quelqu'un qui faufile une queue et me dire, quoi d'autre il faufile du coup? Et donc, si on extrapole ces comportements-là, donc c'est bien se les nommer pour à nouveau aider l'autre et se responsabiliser soi-même dans son rôle, dans une société de confiance. Et puis, évidemment, comment gérer l'erreur et l'échec? Quel est ce processus qui n'est pas facile en France, parce que l'erreur et l'échec n'a pas été très bien traité au point de départ, donc à l'école. Et oui. Avec des soulignements en rouge. En rouge, oui. Comment on fait d'ailleurs au Danemark? Ils soulignent en vert? Alors, ils vont dire, est-ce qu'ils soulignent en rouge? Je n'ai pas le souvenir, ils doivent le dire, il va forcément peut-être le faire, mais c'est beaucoup plus en douceur. Quand on lève la main et on tente une réponse en classe, je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui a été, entre guillemets, humilié. D'accord. C'est plus... Alors, c'est intéressant comme réponse. Alors, comment tu es arrivé à ce raisonnement-là? Donc, l'enfant répond en disant que je pensais que ça et ça. OK. Alors, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est intéressant que tu as pris ce chemin. C'est plutôt dans tel et tel chemin qu'il faut réfléchir ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu as appris là? Pourquoi tu te trompais? On donne du crédit à la réponse. Et même le chemin que tu as fait pour y arriver peut presque te donner une aussi bonne note. Alors là, je viens de dire qu'on ne les note pas, mais c'est-à-dire appréciation du prof, de dire, en fait, le raisonnement, ce n'était pas la bonne réponse, mais le raisonnement était quand même intéressant. Génial. Et donc, il nous aide à ne pas nous taper dessus, mais à nous guider. Ils ne disent pas qu'une réponse est bonne si elle n'est pas bonne, hein, mais ils nous tapent pas dessus non plus. Donc, je pense que c'est assez intéressant parce que ça participe quand même à construire une confiance en soi, de tomber et de réessayer. Donc, il y a ces 3 ingrédients de la sécurité psychologique et c'est un peu le phénomène un peu à la mode dans les entreprises en ce moment. Parce que c'est comme si je le dévalorisais en disant que c'est à la mode. C'est pas ce que je veux dire par là. C'est que ça a fait son chemin dans l'entreprise parce que c'est très efficace. Et c'est pas... aujourd'hui, moi je parle de bien-être et performance, mais je parle beaucoup plus des ingrédients. Il y a certaines expressions qui crispent un peu les dirigeants parce qu'ils trouvent que c'est trop milieu, trop dans une forme de bienveillance ambiante.
Alors que le sujet, c'est la performance et que les équipes travaillent. Et bien sûr, c'est le sujet, mais c'est aussi le sujet de ne pas avoir de burn-out. C'est aussi le sujet Bien de sûr. réduire le stress. C'est aussi le sujet de réduire les conflits. On parle de 40% de le temps d'un manager qui est passé dans les malentendus et les conflits. C'est énorme. 40%. C'est énorme. Énorme. Mon Dieu. Et ça, d'ailleurs, si on revient sur les cours d'empathie à l'école, Ouais. en ayant eu cette intelligence et connaissance de soi, de régulation des émotions, la capacité d'exprimer une émotion, d'être entendu et de comprendre les émotions des autres, je pense que ça va sensiblement réduire ce taux de conflit, de stress. Hein. Le manque de sécurité psychologique génère obligatoirement du stress. Bien sûr, mais c'était ma prochaine question. Si la France déployait demain les cours d'empathie partout, quel serait selon vous l'effet le plus visible dans 5 ans, 10 ans On a déjà vu Philippines dans les premiers cours à l'école. Là, on a fait un bilan dans 400 écoles qui avaient mis en place le programme d'empathie. Oui. Il y a dans une majorité des écoles, près de 80% qui ont observé, et là c'est les professeurs, une meilleure apprentissage dans les cours. Donc meilleur apprentissage, réduction de conflits, d'harcèlement dans la cour, entre élèves, et donc meilleure résolution de problèmes même entre élèves, Ouais. sans forcément impliquer les enseignants, etc. Donc il y a des vrais bénéfices qu'on a vus. Et donc si on extrapole ça dans 5-10 ans, ça donne le fameux recul sur soi, sur l'autre, une meilleure tolérance. On tombe dans des expressions peut-être un peu galvaudées, mais à la base, on a besoin de cette tolérance pour, plus qu'une tolérance, peut-être une vraie acceptation de la différence. Bien sûr. Ce qui n'est pas facile. Hein. Moi-même qui enseigne ça, ça m'arrive dans la rue d'être agacée par le comportement de quelqu'un parce que ça ne correspond pas à ce que moi j'ai comme recette pour vivre dans ce monde qui est complexe. Mais on est souvent paradoxal parce que je peux peut-être me frustrer un peu, me dire les vélos, ils ne respectaient pas le feu rouge, et hop, 2 jours plus tard, je vois bien que hop, et moi aussi je traverse quand c'est rouge, parce que je me dis que non, mais il n'y avait personne, vraiment, il n'y avait personne nulle part, c'était pas du tout dangereux, donc on justifie nos propres comportements. Donc il y a tout un mélange de choses où on est rapide à juger le comportement de l'autre, et moins regarder peut-être notre propre comportement et comment on peut participer à nouveau à représenter ou être une solution de ce fameux vivre ensemble. Bien sûr. J'ai échangé ce matin avec une amie en disant que je vous recevais aujourd'hui dans le podcast, et donc on échangeait sur... Elle connaissait pas du tout ni elle avait entendu bien sûr parler des cours d'empathie, mais elle connaissait pas la culture danoise. Elle me dit, mais si les enfants ont des cours d'empathie, s'ils n'ont pas forcément soit de notes, soit d'appréciation, etc., est-ce qu'à la fin, quand ils ont 18 ans et qu'ils sortent du lycée, on n'en a pas fait des enfants rois, ce qui peut être une projection que nous, on peut avoir en France, ce qui... Autant, enfin moi qui ai fait une partie de mes études et de mon collège en Angleterre, là pour le coup, et avec mon prisme français, dans l'école en tout cas dans laquelle j'étais, j'avais complètement l'impression que tous les enfants, en fait, qu'ils aient une bonne réponse ou pas, qu'ils fassent une connerie ou pas, tout était... Les enfants étaient rois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je ne sais pas si c'est l'enfant est roi, parce qu'il y a cette exigence au Danemark de la collectivité. Donc, en fait, il ne faut pas essayer de se penser ou imaginer être meilleur que les autres. Alors ça, pour le coup, au Danemark, ça ne passe pas. Pas du tout. On a même une forme de loi culturelle. Un auteur qui s'appelle Axel Sandemos, qui a écrit ce livre il y a plus de 100 ans, qui dit « Ne te prends jamais pour un supérieur, ne pense pas que tu peux apprendre des choses aux autres. » Le texte est très, très dur parce qu'il y a longtemps qu'il a été écrit, mais la culture reste de rester dans une forme d'humilité par rapport à toi, aux autres, par rapport aux autres. Donc, on se compare beaucoup moins aux autres, on cherche à créer le lien et donc cette collectivité. Ce qui aide quand même beaucoup... ça change tout. Ça change tout, notamment dans le cas d'une société... Mais là où je pense qu'il y a quelque chose, c'est qu'on est peut-être moins ambitieux de ce fait-là
de ne pas avoir été poussée à me mettre en compétition avec les autres et à aller avoir l'envie Ouais. d'être le meilleur, en Ouais. fait. Je pense qu'on a moins ce besoin d'être le meilleur, on a plus le besoin d'aller nous réaliser, de trouver un équilibre Bien qui, sûr. qui peut créer d'autres problèmes, hein, mais c'est... Peut-être euh, moins avec les autres, en tout cas. oui. Moins avec les autres. Ce qui fait que les sociétés sont peut-être moins polarisées, moins radicalisées aussi, qu'il y a une possibilité d'échange. J'ai jamais vécu au Danemark, mais c'est le regard qu'on porte nous, Français, en tout cas, sur... C'est plus apaisé et et la confiance est élevée. Il y a l'esprit de cette collectivité, de cet esprit de communauté, ça existe et ça existe encore. Euh, Est-ce que c'est tous les Danois? Est-ce qu'on ne va pas trouver un Danois qui est totalement radicalisé? Évidemment, Bien sûr. il y a des sujets qui tendent aussi chez nous au Danemark. Mais je pense qu'il y a une bonne base quand même qui émane notamment de l'école. Est-ce qu'on peut être trop empathique? Parce que on prenait, pardon, je vous coupe, mais on prenait l'exemple lors l'un des derniers épisodes qu'on a enregistré avec la directrice générale d'Eloquentia, qui est une association qui Oui, je travaille, connais vous bien, connaissez, c'est super. Oui. sur la prise de Ouais. parole en public, l'art oratoire, etc. Et donc, elle m'a dit, voilà, la prise de parole, c'est une compétence aussi du 21e siècle. Aujourd'hui, vous êtes obligé de savoir prendre la parole, quel que soit votre âge et votre métier, vos fonctions et d'où vous venez, etc. Et je dis, oui, mais dans certains cadres, est-ce que être éloquent peut être dangereux? Est-ce que savoir bien parler, ça peut aussi être dangereux? Et donc, elle nous racontait une histoire dans l'un des anciens épisodes que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Elle intervient en prison auprès de prisonniers dont elle ne connaît pas le parcours, et elle rencontre ce monsieur qui est très, très éloquent et qui arrive vraiment à faire tous les exercices, à raconter une histoire. Et le soir même, elle rentre chez elle, elle allume la télévision et elle découvre que ce monsieur est un serial killer. Et elle dit, dans ces cas-là, effectivement, elle me dit, je m'en suis énormément voulu parce que j'ai donné les clés quelque part. Ce monsieur parlait déjà très bien, mais je lui ai donné encore plus de clés pour mieux savoir parler. Et dans ce cas-là, elle me dit, je m'en veux parce que l'art oratoire a été dangereux. Est-ce qu'on peut être trop empathique au point où ça peut nous atteindre, nous, par exemple? Alors, il y a deux choses sur l'empathie. C'est que l'empathie, dans cette compétence, dans cette compréhension de l'autre, peut aussi être un moyen de manipulation. Donc, si on met l'empathie dans des mauvaises mains, c'est un excellent moyen de manipulation. Plus je suis capable de te cerner, de te voir, de te comprendre, de voir quelles sont tes valeurs, comment tu fonctionnes, plus je peux te manipuler par te faire croire que on crée un lien et en fait je manipule parce que c'est conscient et c'est pas du tout dans le bon sens. Je comprends, bien sûr. Et destiner cette compétence relationnelle, l'intelligence relationnelle. Ouais. Donc ça peut être un moyen de manipulation et c'est ce que ceux qui critiquent l'empathie, ils disent oui, mais il y a plein de dictateurs qui sont très empathiques et d'ailleurs qui ont cette analyse de l'autre et donc ils l'utilisent pour mieux les manipuler. D'accord. Les pervers narcissiques et tout ça, ils sont d'ailleurs souvent assez empathiques, mais alors après ils l'utilisent pour faire du mal. À mauvais escient, bien sûr. Mauvais escient. Trop empathique, c'est plutôt être... Moi, je pense que c'est plutôt quand on tombe dans la compassion. C'est-à-dire que vous me dites, mon chat est mort. Donc, alors, si je me mets dans l'émotion de cette tristesse du chat qui est mort et je pleure avec, en fait, on est deux d'être triste. Donc, oui. Alors qu'on avait une personne qui était triste, et donc la compassion, c'est vraiment de ressentir la même émotion. L'empathie, c'est de voir, comprendre... accepter cette tristesse, le reconnaître, je peux dire des mots, mais pas non plus tomber moi aussi en larmes. D'accord. Notamment dans l'entreprise, parce que ceux qui sont trop empathiques quand les collaborateurs viennent avec leurs problèmes, qui du coup prennent leurs problèmes et donc ils deviennent presque des parents. Je ne pense pas que ça soit le sujet c'est plus une sensibilité qu'il faut gérer soi-même. Faire sentir à l'autre qu'il est compris et accepté, c'est un sentiment essentiel pour l'humain. Compris et accepté, et je ne vais même pas plus loin que compris et accepté. Parce que le fait d'être capable de... En fait, moi,
comme vous, hein, Philippine, on rencontre énormément de personnes. Par moments, on monte sur scène, on a des centaines de personnes qui nous regardent, etc. Les moments où réellement les gens, ils m'ont vu, compris, ils me voient sur scène, ils voient une partie, mais qui cherchent à comprendre qui est vraiment la femme sur scène, et comment elle est, un petit geste que je fais, mais c'est assez rare. D'ailleurs, vous en faites partie, des gens qui ont eu ce regard supplémentaire sur qui je suis. Et donc, c'est plutôt rare que les gens s'arrêtent pour nous voir. Et donc, ce sentiment de se sentir compris et vu, et en plus accepté ou apprécié même. Hein. Donc, c'est extrêmement agréable. Et puis, c'est moteur pour plein de choses, la confiance en soi, de se sentir, de ne pas avoir peur, hein, d'être ce qu'on est. Et notamment, c'est un autre sujet qui me tient très à cœur, c'est tout le problème de la confiance en soi, mais aussi notre difficulté à valoriser les autres. Donc, ce fameux sentiment de reconnaissance qui est aussi un déficit à la fois dans la société et à la fois dans les entreprises. Et donc, la reconnaissance, c'est notre difficulté à faire des compliments. Et c'est dû à quoi? C'est parce qu'on a peur du coup d'être dévalorisés nous-mêmes? Le compliment, c'est pas une dévalorisation. Non, mais si on en fait à l'autre, peut-être que du coup, nous... peut-être l'autre ne nous en fait pas. Mais il y a déjà les gens qui sont mal à l'aise à donner un compliment. En fait, critiquer quelqu'un, moi, je comprends que ça me met mal à l'aise. Parce que, a priori, quand on critique, on risque de vexer ou de blesser l'autre. Bon, ok. Mais faire un compliment à quelqu'un, ça ne devrait pas coûter. Tout à fait. Ça devrait être plutôt facile parce que c'est positif ce qu'on va faire. Mais la personne en face, régulièrement, peut ne pas savoir comment prendre un compliment. Les gens ne savent pas non plus exactement comment, ou peuvent être mal à l'aise avec les compliments. Et donc, si on est un peu mal à l'aise soi-même, parce que ça peut être... Il peut y avoir des émotions liées à ça, de faire un compliment. Mais en tout cas, en conclusion, du coup, on ne le fait pas beaucoup. Et donc, les gens, ils sont pas bons dans les compliments. Et le fait de faire peu de compliments, donc, nourrit la manque de confiance en soi, parce qu'on n'est pas vu, compris, apprécié par les autres, c'est pas exprimé. Ça laisse le doute au négatif. On a beaucoup plus de facilité à imaginer tout le mal que les autres pensent de nous qu'à imaginer tout le bien qu'ils pensent de nous. C'est vrai. Mais c'est vrai. Et le négatif, bien sûr, c'est à nouveau pas moi qui l'ai inventé, mais les pensées négatives pèsent beaucoup plus lourd que les pensées positives. Oui. Donc cette facilité à imaginer qu'un tel ne m'aime pas et m'a jugé, etc., ça, c'est... open bar. Mais imaginer que les raisons pour lesquelles on nous aime bien, c'est plus difficile. Si vous aviez un ministre, un politique devant vous, ou quelqu'un en tout cas qui peut faire changer les choses en France aujourd'hui, pendant 5 minutes, quel serait votre message le plus urgent? C'est la capacité du consensus, de la collaboration. Enfin, ça, c'est un échec total, là. Ouais. Mais on n'y est pas du tout. Donc, je ne sais pas. Pour le coup, j'ai réfléchi plutôt à comment ça pourrait s'exprimer, etc. Mais je n'ai pas l'impression que depuis un an et demi, qu'on est en train de s'améliorer. Je pense que ça se crispe plus qu'autre chose. Il y a eu plusieurs tentatives de premiers ministres de différents... oui, ils changent un peu tous les 3 mois, les pauvres, en ce moment. Oui, mais... c'est... Après, il y a une partie où je peux comprendre que les gens ils se positionnent à des élections qui ne sont pas très, très loin. Donc, mais c'est des jeux politiques, donc c'est dommage pour la France, parce que c'est quand même plus les intérêts du coup des partis politiques, peut-être même voix individuelles, qui pèsent face à une collectivité dont on a besoin, tout simplement, de solutions. Donc c'est un conseil, conseil ou une demande qui est difficile aujourd'hui. Mais c'est ce que je souhaite. C'est un souhait. C'est ce que je souhaite. Donc, si c'est pas possible tout de suite, en tout cas qu'on essaye de préparer les générations qui arrivent. Moi, j'essaie de faire ce que je peux dans les entreprises, de participer quand je peux, à apporter cette capacité d'avoir moins de certitude et plus de nuances pour garder ce dialogue. À nouveau, ça n'empêche pas du tout d'être convaincu, d'avoir 90%, ou d'être à 90%, 95% sûr ou convaincu que ce qu'on a analysé, c'est la bonne
c'est la bonne analyse, mais garder quand même Ouais. cette ouverture. Une dernière question avant qu'on passe à la dernière et petite partie de l'interview. C'est quoi pour vous, dont on a l'impression, en tout cas d'un point de vue extérieur, que vous avez réussi? Vous avez eu des très gros postes dans des entreprises précédemment, avant cette aventure autour du bien-être en entreprise, de l'empathie, de la performance, etc. Vous avez écrit des best-sellers diffusés un peu partout dans le monde, conférencière. Euh, c'est quoi réussir sa vie aujourd'hui, Malines? Réussir sa vie, c'est une forme d'alignement entre ce qu'on est, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la vie. C'est aligné avec soi-même, d'être fidèle à soi-même, ses valeurs. C'est d'avoir construit, c'est peut-être ce que j'ai réussi le mieux. Bon, vous faites la liste d'autres choses, mais ce que j'ai réussi le mieux, c'est mes relations. Et ça, j'en suis très fière parce que j'ai énormément d'amour dans ma vie, des relations extrêmement positives. Et ça, c'est une construction, c'est un cadeau. Et ça, on le sait aujourd'hui dans tout ce qui relève du bien-être, etc. Parce que l'élément qui influence le plus notre bonheur, c'est la qualité de nos relations. Ouais. Et donc ça, c'est une réussite d'avoir des belles relations qu'on a développées depuis des années, aussi de plus récentes. C'est vrai. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai une chance de faire un métier que j'aime et ce qui me donne un sentiment de sens, mais plus que ça, de participer à quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, ces histoires de cours d'empathie, ces histoires d'enseignement que je fais dans les entreprises, ça me donne un vrai sentiment d'utilité. Et je pense que c'est sûrement ça qui a... Moi, mon rêve d'enfant, c'était notamment l'hôtellerie. L'hôtellerie, je l'ai fait pendant 10 ans. Ouais. Et moi, je n'ai pas quitté le groupe hôtelier pour lequel je travaillais par l'usure ou parce que j'en pouvais plus. J'ai quitté parce que je pensais, avec la publication de Recommande Danois, et quand je voyais les réactions et ce que ça pouvait apporter, que j'avais un meilleur rôle à jouer dans le monde, à diffuser ces messages-là. Au départ, c'était par le voie de la conférence, et ensuite, j'ai développé cette méthode qui est devenue ma méthode MR, où je développe des outils dans l'entreprise. Je suis très pragmatique. J'ai développé 8 outils dans un livret très pragmatique du quotidien. J'ai vraiment envie, j'étais obsédée par le fait de dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? And so what? And so what? Donc, une journée de formation, moi, je suis payée, je suis contente, je rentre chez moi, mais en fait, il faut avoir une période d'activation, il faut donner des outils concrets, activables, pratiques aux gens. Et donc ça, c'est de participer et voir des choses qui bougent. Pour moi, en tout cas, c'est ma conception de cette réussite. Et puis, pas avoir laissé l'enfant ou la jeune fille, la petite Maline au bord de la route, quelque part, l'avoir oublié, et puis foncer comme un hamster dans ma roue. Mais je ne suis pas dans la zone de rester ça, parce que ce n'est pas du tout dans j'ai d'autres défauts, mais pas celui-là. Donc, la réponse plus simple, c'est une forme d'alignement, de rester quand même fidèle à soi-même. Particulièrement inspirant. On va passer maintenant à la dernière partie. Bah oui, ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement. On pourrait continuer à échanger pendant des heures encore, Malines. Je vais vous poser des questions plus courtes qui demandent des réponses plus courtes, parfois en un mot, en oui ou non, ou en une phrase. Et là, c'est toujours des questions qui me stressent. Okay. C'est l'enfer. Ça ne va pas durer longtemps, je vous promets. Une compétence qu'aucune école ne vous a jamais apprise? Comment j'ai eu tous ces cours-là Ah oui, en tout cas, moi, à l'école, on n'a pas appris à apprendre par cœur. Comment ça? Au Danemark, ça ne marche pas comme ça? Non. Et donc, du coup, je suis toujours assez impressionnée par les Français qui arrivent par des techniques. J'imagine que vous avez des petits. Dans la souffrance, on s'en souvient. En tout cas, néanmoins, c'est ça. Moi, je n'ai pas appris. Alors ça, j'adore. On va aller faire un petit tour au Danemark, les enfants, pour voir ça. Votre plus grande fierté dans votre parcours? Vos relations? Dans mon parcours, oui, parce que ce serait dans votre vie, peut-être. Sûrement d'avoir participé à introduire les cours d'empathie. Ouais. Je pense que c'est ma plus grande fierté. Je devais le résumer. Bien sûr. Diplôme ou expérience?
expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France? Quelles compétences il faut avoir? Ouais. De la finesse, je pense. Et je pense qu'il faut avoir C'est bon. une vraie intelligence à nouveau de... J'adore. Dites-moi, pardon, je coupe. Non, et puis une persévérance, parce que le chemin Ouais. du projet de cours d'empathie, ça a pris 7 ans. Philippine, nous, on en a parlé, mais oui. c'était au début, j'étais toute seule, j'ai frappé à toutes les portes. Les premiers ministres, pas les premiers ministres, mais les ministres au départ d'éducation à qui j'ai écrit des lettres, n'ont pas du tout répondu. Gabriel Attal, c'est le premier qui a répondu, avec qui j'ai discuté, etc. Donc, c'est... La persévérance. Ça, je suis bien d'accord. Votre vision de l'éducation dans 20 ans en France? Optimiste, pessimiste? Quel regard vous portez là? Alors, tout ça dépend évidemment de si les cours d'empathie sont généralisés ou pas, mais... Oui, admettons qu'ils le sont. Voilà. Je reste optimiste. Non, mais je reste par nature et dans je suis une personne optimiste. Pas optimiste sans lucidité, mais je me dis qu'on va y arriver, même si on va passer par une phase, je pense qu'il va être un peu compliqué là. Ouais. Je ne suis pas sûre que là, au milieu de tout ça, il y a une lumière qui va se mettre, hélas. Mais du coup, je suis optimiste sur l'apprentissage des périodes qu'on traverse pour sortir mieux de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a inspiré dans votre vie, dans votre parcours? Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, donc la quête du sens chez l'homme. Le titre chez l'homme. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré sur le sens, justement. D'accord. Quand on est en camp de concentration, quel peut être le sens? Qu'est-ce qui fait C'est que clair. les gens survivent dans ces conditions? Donc Viktor Frankl, ça m'a beaucoup... Il est assez dur, le livre, mais ça m'a beaucoup inspiré. Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté, un autre livre, on est un peu sur la réflexion sur soi, de développement de soi. Ça fait partie des livres, il y en a d'autres. J'aime bien Camus, plus sur la littérature. Et après, j'aime aussi une lecture plus joyeuse, parce que ça, par moment, c'est... C'est clair que... On a besoin aussi d'un peu de respiration, de lumière. Légèreté. Alors, c'est une question que je pose à tous mes invités, donc je suis obligée de vous la poser aussi, mais je crois savoir la réponse. Quelle est la compétence, en tout cas, que tout le monde devrait apprendre? L'empathie. Oui, c'est ça. Oui, je pense que la connaissance de soi et la compréhension de l'autre, donc après on peut appeler ça empathie ou intelligence de soi et de l'autre, l'intelligence relationnelle, mais gérer les relations, je pense que c'est là où je vois le plus de difficultés, le plus de malheur, de frustration dans les gens que j'accompagne. C'est ces problèmes que crée cette relation avec soi d'abord, mais aussi avec les autres. Donc investir là-dedans, faire une thérapie, je pense que c'est un bon investissement. C'est parce que je fais moi, mais moi j'accompagne une fois qu'on a dit ça que c'était pas bien. Oui. L'enfance, qu'est-ce qu'on fait mais du c'est coup sûr. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut voir les choses différemment. Donc je mets des outils en place. Donc je pense que c'est une bonne base. En tout cas, si on parle de vivre entre guillemets, une bonne vie heureuse ou équilibrée, c'est un bon investissement. Quel est le plus grand défi des jeunes aujourd'hui? Il y en a beaucoup, parce que je pense que vraiment je pense que c'est la solitude en réalité, avec tous les médias sociaux, de se comparer, de se sentir forcément, de projeter peut-être une image qui n'est pas la nôtre. Donc c'est ces stimulations et puis cette génération qui arrive avec l'intelligence artificielle qui réfléchit quand même en partie pour nous. Donc c'est de se trouver soi-même au milieu de tout ça, donc de ne pas se perdre sur l'écran. En fait, je pense qu'en fait, j'ai envie de répondre à l'écran, y compris pour moi-même. Le téléphone. Ouais. Alors ça a des difficile vertus, de s'en mais je sortir, trouve que qu'est-ce que ça prend de notre attention, dès qu'on a un moment vide, hop, on le sort et donc on repart dans les messages. J'en parle dans Je te réponds moi non plus. Tout à fait. Mon livre sur la Votre livre. Non, je pense qu'il y a un vrai danger des écrans. Pas les téléphones. Oui, en général. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Non. Je n'ai pas un prof qui a changé ma vie.
il y a des personnes que j'ai rencontrées qui ont vraiment, qui m'ont accompagnée et qui ont changé, qui ont été en tout cas très importants, des mentors, etc. À l'école, c'est pas qu'ils étaient mauvais, hein, c'est pas, mais il n'y a pas eu une espèce de révélation. J'ai compris que peut-être parce que aussi ça se passe relativement bien. Hein, Tout à fait. Oui, c'est vrai que ouais. quand un prof est différent ou qu'il vous apporte quelque chose, ça se sent peut-être moins parce que ici en France, c'est peut-être un peu... C'est autre chose. Quand j'ai gagné le prix du livre optimiste pour Recommandanois, Philippe Gabillet, qui lui-même est auteur de plusieurs livres, qui est prof à l'ESCP, où il est plus, je crois, mais c'est un homme génial qui parle de l'optimisme, qui parle de... il est vraiment génial. Et lui, quand j'ai fait limite mon premier discours un peu devant un grand public en remerciement de ce prix, et je suis descendue de la scène, et il m'a dit, moi j'étais encore dans l'hôtellerie, il m'a dit, toi, tu vas changer le métier. Je me suis dit, bah non. Il m'a dit, si, tu verras. Tu vas changer de métier. Et en fait, c'est lui qui m'a pris un peu par la main en disant qu'il m'a montré un peu le chemin. Il m'a dit, mais voilà, ça peut être une vie. Et voilà, je t'explique comment. Et je trouve que ces gens que tu croises qui s'intéressent suffisamment à toi, parce qu'il n'avait rien à gagner dans l'affaire Philippe, pour prendre ta main et dire, hé, j'ai vu quelque chose en toi là, donc viens. Donc ça aurait pu, en l'occurrence, il est prof, mais c'était pas le mien. Une dernière question et après on s'arrête là. Malines, si vous deviez passer le flambeau de ce micro, le micro de 20 sur 20, à une personne à laquelle vous pensez pour parler d'éducation, de compétences psychosociales, d'enseignement. Rebecca Chandlan. Expliquez-nous pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Omar Sanin, donc les grands experts. Omar Sanin est le grand expert de l'empathie. Lui, il a des années d'expérimentation. Serge Tigeron, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais... Pas encore. Ce sont des gens qui ont énormément œuvré. Ouais. Rebecca, elle a une personnalité, une humilité. C'est une femme, moi je trouve, lumineuse, humble, qui, année après année, continue dans sa volonté de justement travailler dans les compétences psychosociales. Elle est extrêmement engagée. Génial. Donc c'est des gens à entendre. Et ben voilà, les invitations sont lancées. Un immense merci, chère Malines, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été un vrai honneur et un vrai plaisir pour nous de vous recevoir. Puis on a hâte de voir la suite du parcours. Vous viendrez nous voir ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, je vous recommande ce livre, votre dernier livre, L'empathie, ça s'apprend, demandez le programme publié aux presses de la Cité. Merci beaucoup.